À la fin des années 30, pendant l'âge d'or de la radio, Anne Woodward a captivé la nation en tant que la plus belle fille de la radio. Mais en 1955, son nom a fait la une des journaux pour une raison bien plus sombre, un scandale explosif qui allait devenir connu comme la fusillade du siècle. Alors, que s'est-il passé cette nuit fatidique ? Anne était-elle innocente comme elle le prétendait, ou y avait-il quelque chose de bien plus sinistre qui se cachait sous la surface ? La femme aujourd'hui plus connue sous le nom d'Anne Woodward est née sous le nom d'Angeline Lucille Crowell le 12 décembre 1915 dans la ville de Pittsburgh, au Kansas. Son père était Jesse Crowell, un colonel de l'armée à la retraite originaire de Détroit. Homme assez modeste, il travaillait alors comme contrôleur de tickets dans les tramways à Pittsburgh. Sa mère, Ethel Smiley Crowell, était institutrice en ville et une femme exceptionnellement intelligente, ayant obtenu une maîtrise à l'université du Kansas avant même que les femmes n'aient le droit de vote. Angeline, qui devint simplement connue sous le nom d'Anne dans sa jeunesse, eut une enfance de classe moyenne assez ordinaire à Pittsburgh, mais des fissures apparurent certains bientôt dans sa vie tranquille mais heureuse. Le mariage de ses parents a échoué, ils ont divorcé puis se sont remariés. C'était l'événement le plus controversé connu de sa jeunesse. Après le lycée, Anne a choisi Kansas City, marquant un premier tournant dans sa vie. Un trajet de 150 km au nord. Là-bas, elle s'est inscrite au collège junior de Kansas City. Mais Kansas City ne suffisait pas pour un esprit aussi agité qu'Anne. Le rythme de la ville ne lui convenait pas et après un an, elle a quitté ses études en 1937. Avec guère plus que sa détermination et une valise, elle a jeté son dévolu sur la promesse scintillante de New York, un endroit où les rêves se faisaient ou se brisaient. En arrivant à New York, Anne s'est renommée Anne Eden et a vite attiré l'attention par sa beauté, ses cheveux droits, ses yeux bleus et sa présence marquante. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle décroche un emploi de danseuse au Fifi's Monte Carlo, un nouveau club à la mode situé au 49 East 54th Street. Le timing était parfait. L'Amérique connaissait un mini-boom économique après la Grande Dépression, et le glamour était de retour à la mode. Chez Fifi, Anne est devenue un véritable aimant à attention, et un admirateur en particulier a changé sa vie à jamais. John Robert Powers, le cerveau derrière l'une des meilleures agences de mannequins de l'époque, a vu en elle un potentiel de star. Grâce à son soutien, Anne a obtenu des contrats de mannequinat et d'autres opportunités prestigieuses, dont un engagement d'été dans le Connecticut avec une troupe de théâtre. Mais sa grande chance est arrivée lorsqu'elle a croisé la route du légendaire Noel Coward. Anne a intégré la production radiophonique de Noel Coward, mêlant chansons, sketchs et dialogues, qui avait marqué Londres au début des années 30. Noel Coward a amené le spectacle en Amérique, donnant plus de 100 représentations en direct à Broadway, et le rôle d'Anne dans l'adaptation radiophonique la rendait chaque jour plus célèbre. En 1940, la célébrité d'Anne s'accrut lorsqu'elle fut élue plus belle fille de la radio. Un titre surprenant pour un média sans importance de l'apparence. À la mi-vingtaine, Anne semblait avoir réussi, vivant son rêve dans la ville qui ne dort jamais. Anne se maria et fonda une famille, mais seulement après bien des intrigues et scandales. Alors qu'elle travaillait au Monte Carlo de Fifi, elle croisa la route de William Woodward Jr., l'héritier de l'une des dynasties d'affaires les plus puissantes d'Amérique. Son grand-oncle avait été un financier clé derrière le projet monumental du canal de Panama, et son père, William Sr., était une figure imposante, banquier, homme d'affaires et entraîneur de chevaux renommé, propriétaire de l'opulente demeure Bel Air dans le Maryland. Mais l'histoire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. William Jr. venait de sortir de l'adolescence et avait 5 ans de moins qu'Anne quand ils ont commencé à se fréquenter au début des années 1940. Des rumeurs disaient qu'Anne avait d'abord été liée à William Sr. avant les Woodward.
Les ragots qui circulaient dans la haute société new-yorkaise laissaient entendre qu'Anne avait eu une liaison amoureuse avec le vieux Woodward, de près de 40 ans, son aîné, avant de jeter son dévolu sur son fils. La relation entre Anne et William Jr. était tumultueuse à ses débuts. Avec l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, William s'est engagé dans la marine américaine, laissant leur romance vaciller par intermittence. Mais l'amour a résisté et en mars 1943, le couple s'est fiancé. 2 semaines plus tard, lors de la permission de William, ils ont échangé leurs vœux. La tragédie est survenue 8 mois après leur mariage. William était à bord de l'United States Ship Liscambé quand il fut torpillé par les Japonais près des îles Gilbert dans le Pacifique. L'attaque a été dévastatrice. Plus de 700 hommes ont péri. Contre toute attente, William était l'un des 272 survivants, sortant des décombres blessés, mais vivant. Son retour à la maison lui a valu une Purple Heart et un accueil de héros. À cette époque, le couple avait déjà fondé une famille. Leur premier fils, William Woodward III, est né en juillet 1944, suivi de James Woodward au début de 1947. En apparence, ils semblaient incarner le bonheur conjugal d'après-guerre, mais sous la surface, des fissures dans leur vie apparemment parfaites commencèrent à apparaître. Le mariage des Woodward, malgré tout son glamour et ses privilèges, cachait de sombres secrets qui finiraient par conduire à la tragédie. Après la guerre, William s'est fait un nom en tant qu'entraîneur renommé de chevaux de course, tandis qu'Anne profitait du luxe de leur vie dans la haute société. Comme mentionné, tout le monde croyait qu'ils étaient heureux en mariage, mais la réalité était bien différente. La mère de William redoutait qu'Anne ait épousé son fils pour l'argent, ce qui a longtemps assombri leur mariage. Avec le temps, les fissures se sont aggravées. Anne et William ont tous deux eu des liaisons extra-conjugales et étaient maintenant connus pour boire excessivement. Avec le temps, Anne s'est également tournée vers les médicaments sur ordonnance, devenant une consommatrice habituelle. Ainsi, ce qui semblait être une vie de rêve aux yeux des autres était en réalité une combinaison toxique d'infidélité excessive et de perte de contrôle. Une véritable bombe à retardement dans les salons dorés de la haute société qui n'allait pas tarder à exploser. La nuit du 30 octobre 1955, Anne et William ont assisté à une soirée organisée par Florence Tucker Baker, héritière d'une grande famille bancaire américaine. Parmi les invités figuraient l'ancien roi Édouard VIII, devenu duc de Windsor, et son épouse Wallis Simpson, dont l'histoire d'amour avait bouleversé la monarchie britannique. Mais l'éclat de la nuit s'est rapidement estompé. Des rumeurs évoquaient étaient des silhouettes inconnues près du domaine Woodward à Oyster Bay Cove, Long Island. Lorsque le couple est rentré chez lui, un malaise planait dans l'air. En alerte maximale contre les intrus, ils ont inspecté leur propriété sans rien trouver d'anormal. Pourtant, la prudence l'emporta. Le couple se retira ensuite pour la nuit dans des chambres séparées. La scène était prête pour une nuit qui deviendrait tristement célèbre dans les annales des scandales de la haute société. Les faits précédant cette nuit font consensus, mais la controverse porte sur les événements du début du 31 octobre 1955. Anne a affirmé plus tard qu'elle avait été réveillée en sursaut par un bruit inhabituel, quelque chose ou quelqu'un se déplaçant sur le toit de leur maison. Paniquée, elle saisit le fusil de chasse chargé qu'elle gardait dans sa chambre pour se défendre contre un intrus. Elle est ensuite sortie dans le couloir où elle a vu une silhouette sombre semblant entrer dans la chambre de William. Son fusil était chargé de chevrotines de chasse qui, dans la plupart des circonstances, auraient blessé un humain, mais ne l'auraient probablement pas tué. Mais ce qui s'est passé ensuite allait choquer la nation. La police scientifique a révélé plus tard qu'une partie de la chevrotine avait ricoché sur un mur avant de frapper l'intrus directement à la tempe, un coup mortel. Mais quand Anne a allumé la lumière pour voir ce qui s'était passé, elle ne regardait pas un intrus. Elle regardait son mari William étendu sans vie sur le sol. Paniquée et bouleversée, Anne a appelé la police. À leur arrivée, ils l'ont trouvée en larmes, tremblante devant ce qu'elle affirmait être un tragique accident.
Mais était-ce vraiment le cas? Lorsque la nouvelle a éclaté, l'histoire a fait la une des journaux sous le titre «La fusillade du siècle». Alors était-ce une terrible erreur, née de la peur et de la confusion? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière la gâchette? La question allait captiver la nation et ternir la vie d'Anne pour toujours. L'enquête sur cette fusillade choquante fut rapide et intense. Anne Woodward fut immédiatement convoquée à comparaître devant un grand jury local, ayant avoué sur le champ avoir tiré et tué son mari. La vraie question restait, avait-elle tiré volontairement? Son histoire semblait tenir la route, et elle fut encore renforcée lorsqu'un homme du nom de Paul Wirtz fut arrêté pour des cambriolages dans la région de Long Island et avoua avoir tenté de s'introduire dans la maison des Woodward la nuit en question. Il a même admis qu'il était monté sur le toit de la maison et qu'il s'était enfui en entendant un coup de feu à l'intérieur. Cela semblait totalement innocenter Anne, et lorsque le grand jury du comté de Nassau s'est réuni, il leur a fallu moins de 30 minutes pour décider qu'Anne Woodward était innocente de tout crime intentionnel. Anne était une femme libre, mais il semblait que la haute société new-yorkaise n'avait pas reçu le mémo. Dans les semaines qui ont suivi la fusillade, une campagne brutale d'assassinat de caractère a commencé. La belle-mère d'Anne, qui ne l'aimait pas et la voyait comme une chercheuse d'or, alimentait en grande partie cela. Il y avait également un certain nombre de circonstances qui ont fait peser des soupçons sur Anne. Son beau-père était décédé 2 ans plus tôt, et Guillaume Junior avait hérité d'une grande fortune et de terres, ce qui signifiait qu'Anne avait beaucoup à gagner si son mari venait à mourir subitement. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles le mariage d'Anne et de Guillaume était tellement mauvais à l'époque qu'un divorce était imminent. Ainsi, Anne avait tout à perdre si elle n'obtenait pas un bon règlement de divorce, et beaucoup ont spéculé qu'elle avait intentionnellement tué son mari et s'en était sortie. Les rumeurs ont grandi, et bientôt la haute société new-yorkaise l'a rejetée. Ancienne figure de la haute société, Anne était maintenant une paria, évitée à chaque occasion. Bien qu'acquittée et ayant gardé sa fortune, Anne Woodward n'était pas perçue comme une veuve éplorée par l'opinion publique. Elle était la femme qui avait orchestré la fusillade du siècle. Anne est ensuite devenue une recluse sociale. Elle évitait les projecteurs et essayait de ne pas attirer la moindre notoriété à la fin des années 1950 et tout au long des années 60. Avec le temps, elle a retrouvé un cercle social et les gens ont tourné la page. Elle pensait qu'avec le temps, l'histoire avait été largement oubliée. En 1975, 20 ans après la fusillade, un nouveau scandale a éclaté. Cette année-là, l'auteur et mondain américain Truman Capote a vendu à Esquire les droits de plusieurs chapitres de son livre Prières exaucées, en préparation depuis des années. Lorsque les chapitres ont été publiés, il était devenu évident pour la haute société new-yorkaise que Truman Capote avait écrit des récits à peine romancés sur ses amis, les fameuses signes de Capote, en particulier dans un chapitre intitulé La Côte Basque 1965. Il s'agissait de femmes comme Gloria Vanderbilt et Happy Rockefeller, provenant de dynasties commerciales parmi les plus riches et puissantes d'Amérique. Bien qu'Anne et Truman Capote se connaissaient en à peine, Capote avait inclus un personnage nommé Anne Hopkins, manifestement inspiré d'elle, et évoqué le meurtre de son mari en 1955. Dans ce récit, Anne était présentée comme ayant intentionnellement tué son mari dans le but de s'approprier sa fortune considérable. Ainsi, 20 ans après la fusillade du siècle, alors qu'il semblait que le monde avait oublié l'incident, la blessure fut rouverte pour Anne et les rumeurs recommencèrent à circuler sur la façon dont elle aurait pu assassiner son mari de sang-froid et s'en tirer impunément. Anne avait été informée de ce que La Côte Basque 1965 allait contenir, même avant sa publication. Elle n'a pas bien réagi à la controverse que la publication des chapitres allait inévitablement susciter. Déjà en proie à la dépression depuis de nombreuses années, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle avait 59 ans à l'époque. La belle-mère d'Anne a déclaré « Elle a tiré sur mon fils ». Et Truman l'a simplement assassiné, alors maintenant je suppose que nous n'avons plus à nous en préoccuper.
Son corps a été découvert le 10 octobre 1975, mais l'heure exacte du décès reste inconnue. Sa mort, combinée à ses calomnies envers beaucoup des signes et à la révélation de leurs secrets, a fait de Capote un paria social à New York pendant un certain temps, et sa vie a dérapé à partir de là. Déjà grand buveur et consommateur de drogue, il est mort en 1984 d'une insuffisance hépatique et d'une intoxication. Prières exaucées n'a été publié sous forme de livre complet qu'à titre posthume en 1986. Une histoire de dépression a tourmenté la famille d'Anne. Son fils cadet, James, s'est suicidé en 1978, 3 ans après sa mère, tout comme son fils aîné, William III, en 1999. Son histoire et l'impact des révélations des chapitres de Prières exaucées, publiés en 1975 sur la carrière de Capolti, ont été romancés dans la série de 2024, Feud, Capolti contre les Swans. Les preuves disponibles suggèrent que la fusillade du Sentinelle était un accident, tout comme Anne l'a toujours affirmé. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Anne Woodward, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.